Faites-vous partie de ceux qui s'impatientent pour savoir qui sera le ou plutôt la locataire de Matignon ? Alors je crois qu'au-delà de la question des personnes, ce dont on parle trop peu aujourd'hui, c'est la question de la ligne politique qui sera tenue, qui sera défendue. On est au milieu d'une crise globale qui touche le monde occidental, qui touche le monde en général, qui touche notre pays en particulier. Et dans ce moment-là, la question n'est pas d'abord celle des individualités, c'est celle, encore une fois, de la réponse que le futur gouvernement apportera aux défis qui sont devant nous. Si on s'arrête sur ce qui s'est passé au cours du dernier quinquennat, si on s'en tient à ce que le président de la République a expliqué pendant sa campagne, pendant l'entre-deux-tours, il y a de quoi être inquiet. Et je crois qu'au fond, ce qui compte d'abord, c'est qu'on y voit plus clair sur la ligne politique des mois qui viennent. On va en parler. Malgré tout, les individualités, ou en tout cas les noms qui apparaissent, font beaucoup parler, notamment la nomination en Matignon de Catherine Vautrin, ex-UMP, qui a rejoint la majorité et qui a provoqué, semble-t-il, une levée de bouclier dans la Macronie du fait de ses positions contre le mariage pour tous, positions jugées réactionnaires, qui sont aussi les vôtres, ces positions. Vous comprenez cette levée de bouclier ? Moi d'abord, c'est très intéressant de voir que ce nouveau parti qui prétendait dépasser les clivages se fait aussi sectaire, bien plus sectaire même parfois que l'ancien monde qu'il dénonçait. Surtout, je crois qu'au-delà de ces spéculations, encore une fois, on vit quand même dans un climat qui est absolument écœurant. Et En Marche a installé cette espèce de situation dans laquelle on va débaucher des personnes à droite, à gauche. On parle des futurs premiers ministres potentiels. Certains viennent d'un camp, d'autres viennent d'un autre. Ils ont dit des choses totalement contradictoires dans le passé. Tout le monde s'en moque. Vous trouvez ça écœurant ? C'est le mot que vous avez utilisé. Écœurant parce qu'on le voit aussi dans les investitures législatives. Vous avez, ils sont peu nombreux, mais quelques personnes qui vont être approchées, recrutées dans une ambiance d'opacité totale, qui pourraient, après s'être opposées à Emmanuel Macron pendant 5 ans, d'un seul coup rentrer dans sa majorité. Mais qu'est-ce qu'on dirait au milieu d'un championnat de quelqu'un qui quitterait son équipe pour changer de maillot parce que l'équipe d'en face a plus de chances de gagner? Ça n'a aucun sens. Dans le monde d'avant, quand il y avait de vraies différences de fond, de vraies différences intellectuelles entre la gauche et la droite, quand le clivage démocratique était organisé autour de familles politiques qui avaient une ligne claire, on n'aurait pas imaginé qu'un député de droite passe à gauche parce que son camp avait perdu. On n'aurait pas imaginé que quelqu'un d'un seul coup se décide à dire le contraire de ce qu'il a expliqué pendant 5 ans parce qu'il a une chance de trouver une place au soleil. Et ce climat de corruption généralisée, pas généralisée parce que d'ailleurs... généralisée, mais ceux qui changent de maillot, François-Xavier Bellamy, affirment qu'ils le font pour la France. Par exemple, précis, que répondez-vous à ceux qui d'ailleurs autrefois étaient dans votre camp, je pense à Éric Woerth et d'autres qui affirment que le président doit logiquement avoir sa majorité pour gouverner et qu'il faut l'aider encore quand il aura une majorité, il n'y a aucune espèce d'inquiétude. On le sait très bien, on l'a vécu en 2017, l'élan d'une élection présidentielle fait que le président de la République aura très certainement une majorité. Le risque qui guette notre pays, c'est pas que le président n'ait pas de majorité, c'est qu'il n'ait pas d'opposition. Et c'est ça le vrai danger, qu'il n'ait pas d'opposition. La faute à qui ? Est-ce que ce n'est pas les partis traditionnels qui se sont effacés eux-mêmes ? Bien sûr, évidemment. De fait, les partis politiques traditionnels sont dans une crise qu'ils ont sans aucun doute méritée, qui doit les conduire à se remettre profondément en question. Mais pardon, je reviens sur... Vous évoquiez Éric Woerth. Éric Woerth a voté contre tout les budgets présentés par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il rallie Emmanuel Macron. Je suis désolé de le dire comme un citoyen parmi d'autres, je ne vois pas comment cette situation peut redonner confiance en la vie publique, en la vie politique. Je le dis avec l'estime que j'ai pour Éric Woerth parce qu'il a toujours fait un travail d'une très grande exigence sur la question de la dette publique, sur la question des déficits publics. Aujourd'hui, nous devons à l'honnêteté, je crois, de garder la même clarté sur le fait que la dette publique accumulée, y compris pendant les 5 dernières années, d'une manière plus importante encore que pendant le quinquennat de François Hollande, indépendamment de la question du Covid. Emmanuel Macron a plus augmenté les dépenses courantes de l'État que François Hollande. Il a plus augmenté le déficit structurel de l'État que François Hollande.